Bonjour à tous, vous êtes sur les antennes de Thème Radio et vous écoutez l'émission Sporteur, l'émission la plus sportive du département Ambois. Je suis Tito Agnesa et je suis en compagnie de Yanis Bouskia. Bonjour. Aujourd'hui est un jour particulier, vous aviez l'habitude de nous retrouver pour écouter un jeune espoir sportif talentueux. Ce format laisse place une fois tous les mois à une toute nouvelle rubrique qui s'intitule Les retraités comblés. Le concept est simple, nous recevons un sportif professionnel à la retraite. Il nous parle de son après-carrière, de son épanouissement après une longue carrière dans le haut niveau et de son parcours et de son accession tout le long de l'entretien. Aujourd'hui, pour inaugurer cette première émission des retraités comblés, j'ai l'honneur de recevoir Benjamin Nivet. Benjamin, bonjour. Bonjour. Nous vous le rappelons, l'émission Sporteur est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, YouTube ou Acast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour recevoir l'émission directement sur votre téléphone, ainsi que nous suivre sur notre page Instagram _sporteur.tirer-du-bas pour découvrir tous nos invités à l'avance. Bon, et bien sans plus tarder, commençons l'entretien. Déjà, Benjamin, c'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. On est très content que tu sois là. J'espère que ça va. Merci beaucoup de me recevoir et puis un plaisir aussi réciproque et puis de pouvoir parler un petit peu de mon parcours, c'est toujours intéressant. On se doute que beaucoup de gens te connaissent, la majorité, mais on va faire quand même une courte présentation sur toi pour que les personnes qui ne te connaissent pas ou peu peuvent avoir un bref aperçu. Je laisse la parole à Yanis pour ça. Bonjour Benjamin. Bonjour Yanis. Tu es né le 2 janvier 1977 à Chartres. Tu grandis à Yèvres et tout de suite, tu baignes dans le monde du sport car tes parents tiennent un magasin d'articles de sport. À l'âge de 6 ans, tu commences ta passion qui deviendra par la suite ton métier à l'Étoile de Brou. Puis tu joueras 5 saisons à l'OC Châteaudun. Cependant, en 1990, tu intégreras l'INF Clairefontaine, la première promotion à l'époque. Tu entreras ensuite en centre de formation de l'AG Auxerre et tu y signeras également tes débuts sous l'œil d'un certain Giroud. Durant ta carrière, tu joueras pour les clubs de Auxerre, Châteauroux, Caen et l'Estac, avec beaucoup de belles histoires à raconter. En 2019, à l'âge de 42 ans, un record, tu mets un terme à ta carrière avec un bilan de 721 matchs, 123 buts et 70 passes décisives. Donc tu te lances par la suite, en 2019, dans ta seconde carrière principalement en tant que consultant pour Amazon Prime Video, afin de commenter les matchs de Ligue 1 principalement. Et plus récemment, tu as obtenu ton diplôme de Master Général de club sportif professionnel. Voilà, exactement, c'est bien résumé. J'ai rien oublié. Non, c'est en gros c'est tout mon parcours depuis mon plus jeune âge, donc tu n'as rien oublié. Il nous a tous fait rêver, les enfants comme les adultes, que ce soit lors de son premier passage à Estac ou lors de son retour en 2012, de son 100e but professionnel en cette même année, qui officialise d'ailleurs la montée en Ligue 1 après son but à l'arraché contre Lorient. C'est toujours contre Lorient, 2 ans plus tard, qu'il inscrit le but décisif au match aller lors de ces fameux barrages d'accession en Ligue 1. J'en passe et des meilleurs, on a tous un souvenir propre à soi-même de Benjamin Nivet et c'est ce qui fait sa légende. Et après une longévité exceptionnelle, tu décides de raccrocher les crampons en 2019 et depuis tu décides de profiter de ta retraite comme il se doit, comme un vrai retraité comblé. Alors dis-nous tout, comment ça se passe ta retraite depuis que tu as mis un terme à ta carrière professionnelle ? Alors c'est toujours compliqué, j'ai toujours entendu parler d'une petite mort quand on arrête sa carrière. Moi j'ai eu la chance de pouvoir la mener le plus loin possible et surtout d'arrêter au moment où je voulais. C'est moi qui ai décidé plus d'arrêter que le contraire, donc ça c'est vraiment une énorme chance dans notre métier. Maintenant c'est vrai qu'il y a toujours ce manque de l'adrénaline, du vestiaire, de ces moments qui sont assez particuliers. J'ai toujours ce moment, moi que je me rappelle à chaque fois quand je rentrais sur le terrain, ce moment dans le tunnel. C'est celui qui met le plus fort parce que c'est là où tu ressens beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. Et après, moi, après, t'es dans le match, donc voilà. Donc, et puis pour mon après-carrière, c'est vrai que je suis plutôt un retraité comblé parce que j'ai la chance de faire un beau métier. Je me suis lancé dans la télé grâce à des opportunités que j'ai eues. Premièrement sur Eurosport pour la Coupe de France. Et après, j'ai continué avec Mediapro, la chaîne Téléfoot, qui commentait les matchs de Ligue 1, de Ligue 2. Et puis, depuis la saison dernière, je suis sur Amazon Prime Video. Je continue à commenter les matchs de Ligue 1. Donc, c'est un réel plaisir parce que je continue dans ma passion, dans ce que je connais le mieux, et puis ça me permet de rester aussi au contact du football, des gens qui gravitent autour, d'échanger aussi au bord des terrains, parce que j'ai entamé aussi à la fin de ma carrière, parce que mon objectif premier c'était de continuer avec le club, avec l'Estac.
Je vis à Troyes et donc c'était dans le but de travailler dans la politique sportive du club, auprès du président, auprès d'un directeur sportif et de travailler auprès de l'équipe 1 et toute le centre de formation. J'ai obtenu mon diplôme de manager général des clubs sportifs professionnels en 2 ans. Malheureusement, avec les stacks, il n'y a pas eu de suite. Donc voilà, c'est la seule peut-être la seule chose peut-être qui m'aurait plu, qui ne s'est pas produit. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis passé à autre chose et c'est vrai que je suis comblé. En plus d'être consultant Prime Video depuis 2021, tu es également parrain de bon nombre d'associations à Troyes. Tu as décidé de rester et on se demandait, est-ce que ça te tenait à cœur de rester dans cette ville de Troyes après ta retraite professionnelle ? Oui, ça me tenait à cœur parce que ici j'ai écrit une très grande histoire et puis je me dis souvent il y a des signes et j'ai toujours porté ce numéro 10 qui est pour moi gravé un petit peu dans le dos et puis je suis dans le département, je vais faire ma vie dans le département de l'Aube. Donc c'est un peu lié et puis du coup j'ai 2 enfants qui sont nés ici, ma femme s'est épanouie aussi ici dans son travail, j'ai passé un bon nombre de saisons et j'ai été très bien adopté par les Troyens donc, et puis comme tu le dis, je suis assez engagé dans les associations un peu dès qu'on a besoin de moi pour certaines choses, j'y suis. Je suis parrain aussi de 2-3 associations. Je suis assez un petit peu engagé aussi avec le club de Rosières de hand. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et aussi les clubs amateurs, dès que je peux rendre un service, j'essaye d'être présent aussi parce que il faut savoir redonner aussi par rapport à tout ce que la vie m'a donné, surtout mon métier de footballeur professionnel. Je viens du monde amateur et donc voilà, c'est important aussi de rendre ce qui m'a été donné. Tu fais également partie d'Ambassadeur. Est-ce que tu pourrais expliquer davantage ce qu'est Ambassadeur ? Ambassadeur, c'est surtout pour mettre en lumière le département de l'Aude, le faire rayonner et puis montrer voilà, dans tous nos déplacements, moi dans l'Hexagone, de pouvoir parler de l'Aube qui est un véritable territoire, une terre d'accueil avec bon nombre d'activités, beaucoup de choses à visiter et en faisant rayonnant le département, tout le monde va s'y retrouver au niveau de l'Aube. On sait qu'après leur retraite, les footballeurs vont s'installer parfois dans des villes un petit peu plus luxueuses, plus chaudes, sans rien enlever à Troyes, parce qu'on aime tous cette ville. Tu le disais, ça tenait à cœur de rester, mais en quoi est-ce qu'elle t'apporte véritablement cette ville ? Et est-ce que tu comptes y rester longtemps ? Ouais, bien sûr, on compte y rester. Après, on verra la vie ce qu'elle nous mène. Après, moi, je suis né vous l'avez dit, à Chartres, mais je suis surtout vécu à Yèvres, sur une terre agricole, avec mon grand-père qui était agriculteur. Donc, je suis très attaché à la terre, à tout ce qui est ancrage local. Et j'ai pas besoin d'avoir trop de luxe, de bling-bling pour me sentir épanoui. Au contraire, c'est pas ce que je recherche. Je recherche surtout des valeurs fortes. Et ici, c'est une ville à taille humaine et je pense que c'est une ville qui me correspond plus. Tu restes dans le monde du foot, comme tu restes à Troyes donc. Après avoir fait ton baptême, comme tu l'as dit, je suis Eurosport en tant qu'homme de terrain, avec toute la troupe lors des soirées Coupe de France. Tu as participé aussi à l'aventure Mediapro, qui s'est arrêtée malheureusement un petit peu trop rapidement. Tu es maintenant à Amazon Prime depuis cette année. Tu es consultant et tu débriefes les matchs avec bon nombre d'anciens footballeurs professionnels, dont Mathieu Bonnemer, Thierry Henry ou Benoît Chiroux. On se doute que ça doit te faire plaisir de commenter ces matchs avec ces grands noms. Est-ce que c'était tout naturel pour toi de devenir consultant après ta retraite professionnelle ? Ouais, j'ai l'impression que oui, parce que je me suis très vite, même si je pense qu'au fil des années, je commence à progresser et à prendre un peu plus le pli, parce qu'il faut avoir un peu plus d'aisance, plus de facilité, donc ça va beaucoup mieux sûrement qu'au début. Mais ouais, c'est quelque chose je savais que ça allait me plaire et où j'allais me sentir bien et épanoui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai choisi aussi les chaînes où je voulais travailler, et je pense que là on parle surtout football, de débrief, de technique, de tactique. Je pense que des joueurs comme Thierry Henry, comme Mathieu Bonnemer, comme Benoît Chiroux savent de quoi ils parlent, et puis on est apprécié par l'ensemble des acteurs du football parce qu'ils savent qu'on est là pour débriefer et être le plus juste possible sans aller dans des polémiques qui n'avancent pas grand chose. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé un collègue, Thierry Henry, avec qui j'avais connu à l'INF Clairefontaine notamment quand on parlait de ma présentation, et ça a fait plaisir de le revoir parce qu'on n'a pas eu la même trajectoire. Lui, il est allé beaucoup plus haut que moi. On n'a pas... Voilà ce que je lui disais, je dis moi, on n'a jamais pu se rencontrer l'un et l'autre sur le terrain de football parce que j'ai jamais joué les Coupes d'Europe et il en joue un peu plus que moi. Bon, au moins tu le rejoins après une vidéo, c'est déjà ça, on peut C'est dire. déjà ça fait plaisir de se revoir, et parce que l'INF Clairefontaine, c'est pareil, c'est une institution, et du coup on a pris beaucoup de plaisir à se retrouver et à échanger. D'accord. D'ailleurs, Benjamin, à côté de ton travail de consultant,
Tu as participé à quelques événements, comme celui du Variété Club France, dans lequel récemment vous avez récolté 50 000 euros avec la présence de beaucoup de personnalités comme le président. Tu es très engagé. Peux-tu nous dire en quoi ça te tient à cœur? Bah déjà, c'est un réel plaisir que le Variété veuille me faire venir parmi eux, parce que quand on voit les grands noms qui en font partie, et puis je trouve ça. Le concept a été mené par Jacques Vendroux il y a 50 ans, si je ne me trompe pas, avec énormément de millions d'euros de récoltés pour les associations. Et moi, je crois que jouer au football pour récolter l'argent pour les associations, voilà, c'est le couple parfait pour moi. Et donc, c'est un grand plaisir. Je rechausse les crampons, je joue avec des anciens joueurs avec qui j'ai joué ou que j'ai rencontrés, des idoles comme Alain Giresse, Michel Platini. Et puis en plus de ça, c'est sûr que c'est pour faire plaisir à des gens qui en ont besoin. Donc ça me tenait vraiment à cœur, et surtout c'est un grand plaisir d'être parmi eux. Et du coup on a réussi à organiser avec les anciens de l'Estac un bel événement au Stade de l'Aube aussi pour une belle association. Donc et faire venir le Variété Club de France aussi au Stade de l'Aube, c'était aussi quelque chose que j'ai envie de vivre. On risque sûrement de te revoir là-bas. Ouais, je pense qu'il y a eu les matchs là dernièrement. J'étais en vacances, j'ai pas pu y rejouer, mais je pense que je vais en refaire quelques-uns. Toujours un plaisir de remettre les crampons. Tu es également tout jeune diplômé du Master Général, comme on l'a dit récemment, pour les clubs sportifs professionnels. Excuse-moi. Envisages-tu de délaisser ta jeune carrière de consultant et devenir dans un futur proche manager général pour un club professionnel? Ouais, bien sûr. Si j'ai fait cette formation, c'est que peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être une opportunité qui me permettra d'assouvir cette envie aussi, parce que le football c'est ma vie, c'est ce que je connais le mieux. Mais on verra. Mathieu Bonnemer là est directeur sportif du Havre, il a commencé comme consultant, donc on verra par la suite. Mais moi je suis très attaché au club ici, à l'Estac, à la ville, donc je me vois pas déjà déménager. Je me vois continuer à vivre ici, et pourquoi pas, on verra après ce que l'avenir me réserve. Et puis tu l'as dit récemment, il y avait peut-être une opportunité il y a quelques temps avec l'Estac. Ouais, non, il n'y a pas eu d'opportunité avec l'Estac après ma carrière, donc mais peut-être qu'il y en aura une par la suite, on verra. On ne sait pas quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant je continue dans ce que j'aime faire, et puis on verra après les opportunités qui se présenteront. Bon, en tant que supporter de l'Estac, on l'espère en tout cas. Merci. Donc, je ne pratique plus le football dans le monde pro, mais toujours pour le plaisir dans le club de tes débuts, notamment à suite d'Étal de Brou partiellement. Quel est ton sentiment de rejouer sur ce maillot avec ce nouveau statut? J'ai l'impression que c'est pour écrire la fin de l'histoire, en fait, parce que c'est là où j'ai commencé, à Brou. Ils m'ont fait un très beau jubilé quand j'ai arrêté, avec des anciens partenaires avec qui j'avais joué quand j'étais jeune et tout, donc c'était plutôt sympa, avec des amis qui étaient venus, c'était assez fantastique. Et du coup j'ai rechaussé les crampons, j'ai signé ma licence la saison dernière aussi. Malheureusement je travaille tous les dimanches sur Prime Video et j'ai pas pu jouer une seule fois, mais je la re-signe cette saison pour rejouer aussi avec eux, en espérant avoir beaucoup plus d'opportunités. C'est quand même à 2h30 de route, donc ça facilite pas forcément les choses, beaucoup d'obstacles, mais en tout cas ça me tient à cœur d'avoir ma licence dans ce club, et puis de pouvoir participer dès que j'en aurai la possibilité. C'est un beau clin d'œil, et puis c'est aussi un moyen de remercier le club. Ouais, c'est un moyen de remercier le club, et puis de remercier tous les bénévoles, tous les éducateurs qui travaillent au club, qui m'ont permis de faire ma carrière aussi, et qui, avec beaucoup de licenciés, c'est un club qui travaille très bien. Et puis ouais, c'est vrai que c'est pas évident, parce que j'ai joué en départemental 1, c'est le niveau à laquelle Brou joue, et finalement on pense que ça va être facile d'être au-dessus du niveau. Finalement, c'était pas forcément le cas. On parle de ta retraite depuis le début de l'entretien, et on sent que tu es épanoui dans cette retraite et après cette longue vie de footballeur. Mais avant cette retraite, il y a eu cette prodigieuse carrière de footballeur, donc je le disais. On sent que ça te manque et que ça t'a toujours marqué. C'est normal après une aussi longue carrière. Tu le sais, notre concept, nous, c'est d'inviter des jeunes espoirs sportifs. Et on s'est dit que ce serait pas mal de revenir 25 ans en arrière, comment tout a commencé à l'INF de Clairefontaine. On sait que ça a été le premier tremplin, à vrai dire. Beaucoup de jeunes joueurs et de joueurs de renom après sont passés par là. On ne va pas tous les citer. Mais est-ce que tu peux dire que ce premier moment à l'INF, ça a été le moment où tu as pris conscience que tu pouvais vivre de ta passion, qu'était le football? Ouais,
c'est difficile de se remémorer ce que je pensais à cette époque-là. C'est vrai. À On 13 t'en demande ans, beaucoup. est-ce que je me suis dit je vais vivre ma passion? Pas trop, parce que c'était pas autant médiatisé que peut-être qu'on peut le vivre maintenant. Par contre, c'est vrai que c'est déjà un premier tremplin, parce que l'INF Clairefontaine, là, tu tapes dans le haut, le meilleur niveau, les meilleurs de tout ce qui est la région Île-de-France, plus tout ce qui est autour. Et l'Île-de-France, c'est où il y a les meilleurs joueurs au monde avec Rio. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment une étape très, très grande de franchir en accédant à l'INF Clairefontaine. Et puis, on sait après tout de suite très vite qu'en fait il y a plein de recruteurs qui viennent nous voir jouer quand on a 13 ans pour nous recruter dans les clubs. Moi j'ai eu cette opportunité grâce à Clairefontaine d'intégrer la JOCR derrière. J'avais aussi d'autres clubs, j'avais Lyon, j'avais Caen, j'avais Sochaux, j'avais le PSG aussi à l'époque qui m'avait contacté, et j'ai choisi d'aller à Auxerre. Et il y a eu en parallèle de ces matchs à Clairefontaine des week-ends où tu revenais jouer à Orléans. Ça remonte à loin maintenant, mais qu'est-ce que tu peux dire sur ta façon de jouer à l'époque et comment est-ce que tu sens, dès que tu as commencé ta carrière, comment est-ce que tu peux constater ton évolution que tu as eue depuis ces matchs de Clairefontaine? Bah en fait, moi, depuis le plus jeune âge, c'est très vite aux yeux des gens que ma vision du jeu, ma technique, c'est ma force, et je vois le jeu avant les autres parce que j'ai un déficit athlétique, parce que souvent j'ai failli pas passer dans des sélections parce que physiquement j'étais en dessous des autres. Ouais, t'as dû être obligé en fait à avoir cette vision du jeu que pas beaucoup de personnes ont pour compenser tes déficits. Exactement, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ça m'a forcé à voir vite le jeu, parce que si je gardais trop longtemps le ballon, physiquement, il y a toujours un joueur plus fort que moi. Et j'ai souvent été surclassé quand j'avais 6, 7, 8 ans. Et comme ça m'a permis de jouer avec des joueurs plus grands et du coup de voir plus vite le jeu. Et bon, ça m'a donné cette faculté et qui m'a permis de faire une carrière derrière. Et après, du coup, j'ai progressé athlétiquement grâce à la JOCR quand je suis arrivé à 15 ans. Parce qu'à l'INF Clairefontaine, on travaille essentiellement la technique, tactique, pas de physique. De 13 à 15 ans. Moi, ça me plaisait, que la technique, ça, un ballon chacun, des passements de jambes. Ballon pour deux, que de la technique. Et après, à la JOCR, par contre, là, c'était beaucoup physique, très athlétique. Et là, j'avais un gros retard. Et moi, ce que je dis aux plus jeunes, l'important, c'est de vouloir vraiment y arriver. À partir du moment où tu veux vraiment y arriver, tu vas faire tous les sacrifices, tu vas tout mettre. Moi, j'étais pas dans les meilleurs quand je suis arrivé à la JOCR à 15 ans. Je n'étais pas dans l'équipe 1, en moins de 17, je jouais dans l'équipe 2 au début quand je suis arrivé, parce que j'ai vraiment ce déficit athlétique, mais j'ai réussi à renverser la vapeur au bout de plusieurs mois, parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui, c'est en 97 que Giroud te donne ta chance pour le premier contrat pro que tu décroches. En plus, c'est une période un petit peu fondatrice dans le football d'aujourd'hui, parce que c'est les périodes arrêt Bosman, donc plein de choses entrent en vigueur à cette période-là. Et comme tu le disais, tu rentres un petit peu sur la pointe des pieds dans le vestiaire auxerrois. On peut dire que ce caractère t'a un petit peu freiné à tes débuts, d'arriver sur la pointe des pieds. Ouais, bien sûr. Après, ça fait partie de mon caractère. Autant il y a des qualités à soulever, autant il y a des défauts comme celui-là où je me sous-évaluais, je voyais les autres meilleurs que moi, je me mettais des freins, où j'étais un peu plus aussi timide aussi, donc dans un vestiaire de renom, où la JOCR à l'époque jouait les premiers rôles, Exactement. Champion de France en 1996, donc je pense que ça m'a vraiment freiné, et je parle souvent d'un joueur qui m'a marqué, que vous connaissez bien, c'est Blaise Matuidi, quand il est arrivé à 17 ans dans le vestiaire, et il avait toute cette caractère humble dans le vestiaire, timide, parlait pas beaucoup, il était dans son coin. Par contre, sur le terrain, je pense qu'il bouffait tout le monde, quoi. Et je crois que les jeunes maintenant, c'est ça, quoi. C'est leur force. Ils ont cette insouciance. Nous, on l'avait moins, peut-être aussi parce que c'était notre époque. Oui. Mais ça n'empêche pas le respect, et c'est pour ça que je parle souvent de Blaise Matuidi, parce que je pense qu'il faut être dans cet esprit-là, garder toute l'humilité, toute la simplicité, rester tranquille dans le vestiaire, et après sur le terrain c'est autre chose. Moi j'ai manqué de ça à mes débuts, c'est dommage, parce que peut-être que ma carrière peut être tout autre, mais après ça fait partie de mon caractère, et c'est difficile de chasser naturel. Le football a changé ces derniers temps. Toi, depuis que t'as raccroché les crampons, qu'est-ce qui te surprend le plus dans le football d'aujourd'hui? Tu peux le constater d'ailleurs maintenant que tu es à Prime et que tu côtoies plein de footballeurs. Qu'est-ce qui te surprend le plus? Footballistiquement, ça va beaucoup plus vite. Les jeunes
Maintenant, c'est beaucoup de trading, beaucoup de jeunes joueurs. On veut essayer de faire du business et tout. Bon, après, voilà, moi, c'est un peu ce côté-là qui me rend nostalgique des années 90 quand je regardais les matchs de foot. Tu t'identifiais beaucoup plus à une équipe, à un club où ça a changé peut-être moins. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'arrêt Bosman, comme tu l'as dit, ça a changé déjà pas mal de choses où il y a eu beaucoup plus de transferts. Donc, et puis maintenant, tu arrives dans une nouvelle ère avec beaucoup de business fait autour et qui rend les joueurs un peu plus individualistes qu'à l'époque où on pensait plus au collectif, on pensait plus à l'amour du maillot. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus nostalgique de ces années 90-2000 où là vraiment à Auxerre on savait qu'il y avait cette équipe là, à Nantes ça jouait de la façon là, dans le Nord on savait que ça lance. Donc du coup c'est ce qui me manque un peu. Il y a cette précocité rarissime quand même aujourd'hui dans le foot. Beaucoup de joueurs, à l'instar des Gavi à Barcelone, qui sont à 17 ans déjà titulaires dans une équipe comme Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de cette précocité, toi ? Tu penses qu'elle aura un impact plus tard sur la carrière des joueurs ? Non, je pense pas. Je pense que les joueurs ils sont peut-être plus matures quand on voit Kylian Mbappé, la maturité qui montre. Gavi, c'est vrai. Après là, il y a Tel de Rennes qui vient de signer au Bayern Munich. C'est un monstre aussi. Donc non, je pense pas. C'est une nouvelle époque et c'est vrai que les jeunes maintenant, ils ont plus peur de s'imposer comme peut-être c'était le cas il y a 20-30 ans. Et bon, après c'est aussi une bonne chose aussi parce que quand on voit les talents qui regorgent c'est clair. Donc non, c'est aussi très bien quand ils sont prêts. Il faut savoir bien les gérer et pas les non plus les brûler. Ouais. C'est peut-être dû aussi à une évolution du processus dans le centre de formation qui fait ce changement peut-être. Je sais pas, c'est une évolution aussi de constante vouloir, du football. Peut-être je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est aussi le fait que les clubs veulent faire du trading. Donc, s'ils forment des jeunes, et après ils les vendent derrière à des prix disproportionné. Forcément, ça fait, pour le club, c'est ce qui fait vivre les clubs aussi, quoi. C'est important aussi pour les clubs. En définitif, revenons à l'époque de tes débuts. Tu effectues tes débuts avec quelques apparitions sous le maillot de la GIA, mais tu décides en 1999 de rejoindre Châteauroux en D2. Alors pourquoi as-tu effectué ce choix ? Parce que moi j'avais envie de jouer et du coup à Auxerre, ça faisait 2 ans que j'étais chez les pros, j'avais fait une quinzaine de matchs en 2 ans et puis je voyais que ça avançait pas pour moi avec ma carrière. J'aurais pu continuer à la GIA Auxerre parce que Guillaume m'avait fait signer un gros contrat, 5 saisons, il voulait que je reste, il voulait me refaire signer encore une. Je dis non, moi je veux jouer, donc j'avais été prêté à Châteauroux dans un premier temps. Parce que je savais à l'époque c'était Joël Bat qui me fait venir, que j'allais être titulaire, que j'allais jouer, il me fallait du temps de jeu, il fallait que je me montre. Et c'était peut-être reculé, mais pour mieux avancer. Et puis après, du coup, après la saison de prêt à Châteauroux, j'ai voulu rester à Châteauroux. Et Auxerre m'a laissé partir. Et je pense que c'était une bonne chose, il fallait que je le fasse. Et puis à Auxerre, ça faisait 7 saisons que j'y étais. J'avais un peu une étiquette collée un peu dans le dos, comme ça. J'étais un bon petit joueur, mais pas assez physique. Il me manquait quelque chose pour jouer. Donc je voulais voler de mes propres ailes. Et je pense qu'aller en Ligue 2 aussi, ça m'a forgé aussi physiquement. Et ça m'a permis de retrouver la Ligue 1 2 ans plus tard, d'arriver à l'Estac, quoi. C'est un choix payant qui s'est avéré au final. Ouais, c'est un choix payant et puis c'est un choix surtout que je voulais jouer, quoi. Moi, je me voyais pas morfondre sur le banc ou jouer en équipe réserve, je voulais jouer et puis tenter ma chance, quoi. Donc, c'est un choix payant. Dans la vie, il faut faire des choix, c'est pas évident parce que c'est tout au long d'une carrière, on a toujours des choix à faire, on sait jamais lequel est le bon. Lequel est le bon, donc on pose les plus, les moins de chaque côté et puis après, c'est le cœur qui parle, où on sent qu'il y a il y a un feeling qui se passe avec un club. Là-bas, tu te fais un peu plus remarquer, tu marques tes premiers buts notamment. On remarque un petit changement au niveau de ton positionnement, tu joues un peu plus bas sur le terrain. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ça s'est produit ? J'ai dû un peu évoluer parce qu'à l'époque, des années 2000, on joue moins avec des vrais numéros 10, alors que moi, c'était toujours été mon rôle. Et l'entraîneur de l'époque jouait en 4-4-2 avec 2 numéros 6, 2 joueurs excentrés et 2 avant-centres. Donc, pour un numéro 10, il n'y avait pas de place pour moi. Donc, j'ai dû jouer en deuxième numéro 6. Et puis ce qui était bien, c'est que ça a enrichi un petit peu ma palette. J'ai pu jouer à ce poste-là aussi plus tard avec Jean-Marc Furlan parce que c'est aussi ça donne aussi des avantages à jouer un peu plus bas sur le terrain.
Puis ça a pu forger ta palette technique un peu. Ouais, ça a forgé ma palette technique, aussi me forcer aussi à récupérer plus le ballon. Défensivement, j'ai beaucoup travaillé aussi, ça m'a fait évoluer et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce poste-là parce que je touchais beaucoup plus de ballons qu'en numéro 10 où on est un peu plus surveillé. En numéro 6, on est un peu moins surveillé, on est un peu à la base du jeu. On voit beaucoup de numéro 10 comme Pirlo, comme certains joueurs, Toni Kroos qui reviennent en numéro 6 parce que c'est un peu plus facile, on est souvent face au jeu et on a un peu moins de marquage. Finalement, au début des années 2000, il fallait être un joueur un peu plus polyvalent. Ouais, maintenant il faut avoir un joueur qui a des caractéristiques athlétiques, il faut aller vite, il faut être puissant, il faut être grand. Donc le joueur technique, un peu plus petit, qui aime bien faire vivre le ballon, qui a une bonne vision du jeu, bon, il est un peu moins mis en lumière au départ parce qu'on recherche les joueurs rapides. Malheureusement, des fois pour moi je trouve que c'est dommage. L'intelligence de jeu, des fois il faut la regarder un peu. Valoriser. Alors avec un bilan de 96 matchs, 14 buts, l'Estac te recrute en 2002. Club dans lequel tu connaîtras des joies, mais aussi des déceptions. À cette époque, lorsqu'Alain Perrin te recrute, alors que l'Estac est 7ème en Ligue 1, as-tu hésité une seule seconde ? Non, parce qu'en fait, je suis recruté au mercato hivernal et il y a juste l'Estac qui me contacte à ce moment-là. Et moi, mon objectif quand j'étais parti à Châteauroux, c'était pour retrouver la Ligue 1 le plus vite possible, soit avec Châteauroux en montant. On n'est pas passé loin à chaque fois, mais du coup, quand Alain Perrin et puis je sais ce qu'il a réussi à faire avec les jeunes qu'il a fait venir, comme Jérôme Bretagne par exemple, et d'autres. Du coup, je connaissais aussi la qualité du jeu de l'Estac, donc j'ai pas hésité et je suis arrivé en plus dans une équipe qui marchait sur l'eau. On finit 7ème, on fait une superbe deuxième partie de saison avec des joueurs comme Patrice Loco, comme Fabio Celestini, donc ouais, j'ai eu cette chance d'arriver à l'Estac au bon moment. Puis tu connais des moments plus compliqués comme la descente en Ligue 2 en 2003. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Bah ouais, encore ça tourne pas encore de mon côté parce que fin d'année 2002, saison 2002, Alain Perrin s'en va. Alors que moi je viens aussi pour Alain Perrin, même si j'ai que l'Estac qui me contacte, mais je viens aussi pour Alain Perrin parce que je sais Alain Perrin ce qu'il est capable de m'apporter. En 6 mois, j'ai compris quel était le personnage et rien que 2-3 paroles m'ont suffi à comprendre certaines choses. Et malheureusement il s'en va et lui le fait qu'il s'en aille, bah forcément ça change beaucoup de choses au club et derrière c'est vrai qu'il y a cette descente, donc bon, repassez pas la case Ligue 2, bon, ça fera partie de ma carrière, ça jalonne toute ma carrière, c'est comme ça. Là, ça sera la première descente, mais du coup je savais pas qu'il y en aurait autant derrière. Du coup moi la seule déception c'est que j'ai pas été contacté par une marque d'ascenseur qui aurait pu me dire que j'étais le spécialiste des montées et descentes pour faire une publicité, mais ouais, non, c'est comme ça, c'est des moments difficiles à vivre, mais il faut l'accepter et puis repartir. Surtout, c'était toujours à l'image de ma carrière, repartir, toucher le fond, repartir. En 2005, un nouvel élan au club permet de remonter, avec notamment l'arrivée de Jean-Marc Furlan, les débuts de Blaise Matuidi, comme tu l'as dit précédemment, également d'autres joueurs comme Bafé Gomis qui sont passés. Et tout cela a permis aussi ton épanouissement dans le club. Tu as marqué 12 buts cette saison, il me semble. Vous parvenez à remonter donc et ensuite à vous maintenir la première saison. Mais en 2007, l'Estac finit 18ème et retourne en Ligue 2. Et pour ta part, tu as la cote, notamment Marseille de Courtise. Tu décides finalement de rejoindre Caen. C'est un tournant majeur de ta carrière. Alors, as-tu le regret de ne pas avoir joué dans un plus grand club ? Bah, bien sûr, j'aurais voulu jouer dans un plus grand club. Maintenant, les opportunités sont soit pas présentées, soit ça n'a pas pu aboutir. Donc à l'époque, c'est vrai que l'OM me courtise, mais il faut un transfert. C'était pour être la doublure de Sami Nasri à l'époque. Il y avait une belle équipe à l'OM. Malheureusement, ça va pas plus loin avec Marseille. Quand on veut absolument me faire venir, donc il me laisse pas trop le temps. Il me laisse une deadline. Je peux pas attendre que Marseille, et quand ça me donne trop, il y a l'AS Nancy-Lorraine aussi qui me veut, mais je veux surtout aller à Caen parce que toujours cette option de sportive où je sais qu'à Caen je vais plus m'épanouir parce que c'est un beau jeu et c'est un jeu porté vers l'avant. Donc je choisis d'aller à Caen et je le regrette pas parce que j'ai passé 5 très belles saisons là-bas, tant au niveau sportif qu'au niveau de ma vie privée. Donc c'est des choix, comme je disais, dans une carrière il faut faire des choix, donc choisir c'est renoncer. Donc en 2007 tu rejoins Caen notamment pour l'entraîneur,
Franck Dumas. Quel lien avais-tu avec ce coach? C'était un entraîneur assez particulier parce qu'il venait un peu d'arrêter sa carrière. Il était encore joueur dans l'âme. Il sera toujours joueur dans l'âme, donc il est très proche de ses joueurs. Humainement, il est très, très proche. On le tutoyait, on l'appelait Franck. C'est rare dans un club d'appeler le coach Franck. Il faisait des soirées, des fois, quand on était en stage, il venait boire des coups avec nous. Il était dans le vestiaire, il était avec nous boire les cafés. Et surtout, j'aimais sa façon de voir le football. C'est un entraîneur d'instinct et il aimait le beau jeu, le jeu offensif. Et moi, je m'y retrouvais aussi par rapport à ce qu'il recherchait de l'équipe. C'était un peu lui aussi le 12e homme sur le terrain? Ouais, c'était le 12e homme. Des fois, c'est vrai qu'il il avait des fourmis dans les jambes. Il jouait avec nous des fois même à l'entraînement. Donc, vraiment un entraîneur-joueur. Un entraîneur vraiment joueur. Malheureusement, en 2009, le club ne parvient pas à se maintenir. Mais il effectue directement l'ascenseur, comme tu l'as dit précédemment. Tu es même l'un des meilleurs joueurs du championnat, tu es le meilleur passeur. Penses-tu que tu as connu l'une de tes meilleures périodes en 2009-2010? Ouais, c'est l'une de mes meilleures. C'est vrai qu'on est champion de France. En plus de Ligue 2, c'est important. Nino palmarès, même si c'est en Ligue 2. Surtout, je suis épanoui dans cette équipe parce qu'on domine de la tête et des épaules du championnat et on a un jeu offensif qui me met en valeur. Et donc, du coup, ouais, c'est peut-être une de mes meilleures saisons. Durant tes dernières saisons à Caen, tu joues moins, mais tu es toujours décisif. 13 titularisations pour 2 passes décisives en 2012. Peux-tu nous en dire plus sur cette période un peu plus compliquée qui se conclut sur une relégation? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Je prends de l'âge, je m'épanouis un petit peu moins aussi dans l'équipe sur la dernière saison. Ça fait 5 ans que j'y suis, peut-être 5 ans avec le même entraîneur. Voilà, il y a un peu de monotonie qui s'installe. Je me blesse, tout début de saison, je me blesse aussi. Donc, du coup, après un âge, quand on commence à vieillir, il faut surtout pas se blesser et rester toujours en activité. Je mets plus de temps à revenir à mon meilleur niveau. La fin de saison, je suis toujours décisif parce que je marque des buts sur les 7-8 derniers matchs. Et malheureusement, il y a quand même cette descente au bout. Et puis, j'ai un petit peu l'amertume parce que je m'étais beaucoup investi dans ce club et finalement je pars un petit peu par la petite porte, donc ça me déçoit un petit peu parce que même il y a ce départ, mais derrière il y a le côté humain où bon, après c'est le milieu du foot qui veut ça aussi, que tu pars et personne vraiment ne t'appelle, et alors que voilà, il y avait une histoire encore à écrire, je pense. En plus, c'est les années un petit peu sombres de Caen. On sait qu'ils ont eu du mal à remonter par la suite. Mais Franck Dumas aussi n'a pas réussi, est parti d'ailleurs. Il a pas réussi à remonter la pente avec Caen. C'est sûr que c'était une période compliquée, mais toi en 2012, l'Estac te re-signe après elle aussi une période sombre. On a la crainte d'un dépôt de bilan. Daniel Mazzoni reprend le club. On tombe même en national en 2009. Toi, tu n'as pas hésité une seconde à revenir à Troyes. Tu savais que l'aventure n'était pas pleinement terminée? Non, j'ai quand même hésité parce que on ne sait jamais un retour. Je savais que la première période s'était très bien passée. Un retour, on ne sait jamais comment ça va le faire. Et j'avais d'autres clubs. Et puis voilà, pareil, souvent on pose le pour, le contre. Je crois que le fait qu'il y avait Jean-Marc Furlan, ça a été le gros plus. Ouais. Puis après, c'est vrai que je connaissais ici la ville, je connaissais beaucoup de monde, j'avais beaucoup d'amis ici. Donc je savais que j'allais dans un environnement où j'allais être serein. Et puis j'avais besoin de ça, de me sentir bien aussi dans ma tête pour être performant sur le terrain. Et donc j'avais beaucoup de certitude en revenant à l'Estac. Donc j'ai pas hésité trop longtemps pour revenir et puis retrouver le club ici. Ouais, tu avais d'autres touches en Ligue 1, notamment Ajaccio, donc tu as préféré l'aube à la Corse. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est les choix de vie. À 35 ans, il y en a beaucoup qui vont jouer en Corse. Le soleil, la plage. Moi, j'ai choisi toujours le côté sportif parce que c'est tout ce qui m'a guidé pendant ma carrière. Ce côté ascenseur, tu le fais souvent avec les stacks, Ligue 1, Ligue 2, des montées, des descentes. À titre de comparaison, toi, tu réalises des saisons exceptionnelles malgré ton âge assez avancé déjà. Et tu deviens l'homme providentiel de l'Estac à cette époque-là. Pour toi, qu'est-ce qui te manquait pour que l'Estac se maintienne chaque année? De l'argent. C'est le nerf de la guerre. On a beau faire, c'est vrai qu'après on arrive, il y a toujours les petits clubs avec des petits budgets. On l'a vu clairement cette saison qui ont réussi à se maintenir.
parce que d'autres comme Saint-Etienne et Bordeaux n'ont pas fait les choses, ont fait n'importe quoi, donc ça permet. Ouais. Mais quand on regarde le classement financier de chaque budget en début de saison et qu'on regarde le classement en finale, souvent c'est pratiquement le même. Donc c'est vrai que là, financièrement, quand on monte après en Ligue 1, c'est plus difficile parce qu'on a le plus petit budget, donc c'est plus compliqué. On le voit la saison dernière avec l'arrivée du City Group, ça permet au club de se maintenir parce que forcément il y a plus de moyens financiers et donc du coup ça permet de se maintenir. Donc il y a ça. Après, après c'est sûr que on n'est pas passé loin à chaque fois. En 2012-2013, on commence super mal la saison. On met 8-10 matchs avant de gagner le premier match, alors que derrière, si on prend les 28 autres derniers matchs, on est peut-être milieu de tableau ou un peu. Donc c'est dommage. C'est vrai que c'est pas passé loin à chaque fois. On a réussi à se maintenir aussi en 2005-2006 avec les stacks. On a beaucoup de regrets. Je crois que la saison la plus difficile, c'est celle de après notre titre de champion. Encore une fois, on est pris par la DNCG. On est obligé de vendre avant de recruter. On recrute super tard. Des joueurs, peut-être que voilà, c'est des recrues qui ça se passe pas bien et puis la saison se passe mal. 2010, après la montée avec Jean-Louis Garcia, pareil, on passe pas loin, on est 15-16e pratiquement toute la saison, 17e. Puis au final, on n'arrive pas à se maintenir. Donc oui, l'argent, mais pas seulement. Après, il y a des choses qui ne sont pas déroulées comme on aurait voulu, mais c'est vrai que c'est les regrets de ma carrière. Ouais. Mais malgré ce petit budget, les Stacks a toujours eu la réputation de pratiquer un beau jeu. On entendait ça, vous arrivez d'ailleurs à le matérialiser en Ligue 2 lorsque vous êtes champion en 2015. Est-ce qu'on pourrait parler en 2015, avec ce titre de champion de France, d'année de rêve ? Ouais, on peut parler peut-être. Vous êtes en tête toute la saison. La plus belle année, on fait un nombre de points assez incroyable, on est en tête toute la saison. On a un super beau jeu, mais surtout on prend énormément de plaisir sur le terrain. Donc c'est surtout ça en fait, le football, c'est surtout de prendre du plaisir sur le terrain. Donc, alors moi c'est vrai que j'ai cette carrière-là entre Ligue 1, Ligue 2. Mais ce que je retiens le plus, c'est les années où j'ai pris du plaisir. Alors peut-être tu vas te maintenir une saison. Après, tu te maintiens. Peut-être c'est vraiment bien, mais si tu te maintiens, on est défendu toute la saison sans avoir vraiment pris de plaisir. En fait, moi, c'était pas forcément ce que je recherchais non plus, même si forcément les résultats, c'est ce qui est le plus important. Mais j'aime bien, je préfère gagner avec le beau jeu, prendre du plaisir sur un terrain. Et en fait, toute ma fin de carrière, c'est ce qui m'a guidé. Et après 35 ans, j'ai pris énormément de plaisir sur le terrain. Quoi. Et du coup, j'ai arrêté parce que j'en prenais plus à 41, 42 ans avec Rui Almeida, avec une autre façon de voir le football. Et du coup, je prenais plus de plaisir. Et du coup, moi, j'étais moins performant. Et donc, c'était le moment d'arrêter. Quand tu n'as plus le plaisir après, à un certain âge, c'est sûr, c'est difficile de continuer. D'ailleurs, en 2016, tu as 40 ans et il y a une descente pour les Stacks. Est-ce que à ce moment-là, tu décides de raccrocher les crampons ou pas du tout ? Tu te dis que tu as encore d'autres années devant toi et que le plaisir est toujours optimal ? Non, la question se pose. De savoir est-ce qu'on continue. Le plaisir est toujours là, mais la question se pose de savoir si j'arrête, si je continue. Jean-Louis Garcia n'est pas gardé, alors que il y avait une belle connivence avec Jean-Louis. Voilà, c'est un entraîneur que j'ai apprécié, que j'ai bien aimé. Donc je ne sais pas quel entraîneur va arriver. Souvent, quand tu es assez âgé, après, tu es dépendant aussi d'un entraîneur. Parce que moi, on mettait aussi pas mal de choses en place entre Jean-Marc Ferland et Jean-Louis Garcia. Ils m'ont laissé beaucoup de liberté, mais que surtout par rapport au nombre d'entraînements que je devais faire. Et puis, le rapport entraîneur-capitaine, ça c'était bien ancré avec ces deux entraîneurs-là. Et c'était mon plus gros échec, c'est cette dernière saison, quoi, en fait. Avec l'entraîneur Rui Almeida, où ça s'est pas passé comme j'aurais aimé, ce qui a précipité mon arrêt de carrière, parce que moi là, après à un moment donné, j'ai arrêté, je regardais même plus mon âge parce que j'étais encore bien physiquement, donc c'était tout roulait, donc je me limitais pas, quoi. Je me disais mais c'est pas limite, on verra, j'arrêterai quand je serai plus en forme. Alors que en plus t'as la réputation dans tout championnat d'avoir cette longévité exceptionnelle. T'es applaudi sur tous les terrains de football, que ce soit à l'extérieur ou au domicile, pour ton âge avancé. Est-ce que ça te faisait chaud au cœur, toi, de voir ce respect mutuel que tout le monde avait pour toi ? Ouais, c'est ma plus grosse fierté. Maintenant, quand je me retourne et tout, c'est la plus grosse fierté que j'ai, c'est
De voir les gens, l'accueil des gens partout en France, par rapport, je pense, qu'à l'image que j'ai laissée, que j'ai donnée sur le terrain. Aussi, la plus grosse fierté, c'est aussi les joueurs avec qui j'ai joué, quand ils me revoient. Le respect par rapport à ce que j'ai donné aussi dans un vestiaire quand j'étais capitaine, quand j'étais juste un joueur aussi dans l'effectif. Parce qu'ils savent la personne que je suis à l'intérieur d'un vestiaire, et ça, c'est ma plus grosse fierté. Ouais. Nous, on te souhaite le meilleur pour cette vie d'après, pour la retraite. On va faire une toute nouvelle rubrique, la dernière de cette émission, s'intitule « Les moments forts ». On va te poser des questions sur ta carrière, sur les joueurs, les entraîneurs, même les arbitres qui t'ont marqué. On va commencer par la première question. Le meilleur joueur que tu as affronté pour toi? Il y en a tellement. C'est dur. Toujours difficile à lister le meilleur. Je dirais Neymar. Et c'est celui qui m'a le plus impressionné quand on a joué contre Paris. Il était sa première saison qu'il arrive. Ça va très très vite sur les appuis. C'est incroyable. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Je dirais Blaise Matuidi. C'est celui qui m'a le plus impressionné parce que je trouve que à son jeune âge, quand il était là, il était impressionnant physiquement pour récupérer le ballon, et sa carrière aussi parce qu'il a optimisé au mieux toutes ses qualités, son intelligence de jeu. Il faisait ce qu'il savait faire. L'adversaire dont tu gardes le pire souvenir? Michael Essien, un monstre physiquement. Il jouait dans ma zone quand on jouait contre l'OL. Physiquement, c'était impressionnant. C'était à l'époque de l'hégémonie lyonnaise. Donc, en plus. Donc Michael Essien. Cette question se rejoint un peu, mais le joueur le plus méchant selon toi sur le terrain? Le plus méchant, j'en ai affronté quelques-uns en Ligue 2. Je dirais Guégan, qui est entraîneur aussi à Valenciennes. Maintenant, un joueur très rugueux. Numéro 6, il mettait de l'intensité dans ses gestes défensifs. Ton acolyte dans le vestiaire? Il y en a plusieurs peut-être? Ouais, moi il y en a plusieurs. Après, il y en a un qui était avec qui sur le terrain, je me trouvais les yeux fermés, c'est Stéphane Darbion. Là, c'est sûr que là, c'est une évidence. Pour moi, c'était le joueur avec qui j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Et après, mon acolyte, c'est Karim Azamoum, dans le vestiaire. Le joueur très talentueux d'après toi, mais qui n'a pas réalisé la meilleure carrière? Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Difficile de trouver là. Difficile de trouver. Ouais. J'ai pas de joueurs qui me viennent à l'esprit tout de suite comme ça. L'équipe qui a toujours été ta bête noire? À l'époque, quand je jouais à Caen, c'est Lille. Lille, ma bête noire. Je voulais pas jouer Lille. C'était l'époque de Rio Mavuba, Gervinho, Obrania, il y avait Adil Rami aussi. Et je détestais jouer Lille parce qu'ils avaient là 2-3 saisons. Je détestais les jouer parce que c'était très très fort. Ils conservaient le ballon, ils avaient la possession de ballon. Et moi j'aime bien avoir le ballon, donc on l'avait trop peu souvent. Je dirais Lille. Le meilleur entraîneur que tu as eu? Jean-Marc Furlan, sans hésitation. Sans hésitation. Il y a une alchimie qui s'est créée entre Jean-Marc Furlan et moi par rapport à lui. Il voulait jouer vraiment avec un vrai numéro 10. Donc moi, j'avais pas eu ce plaisir-là. Je l'ai eu qu'à 28 ans quand il arrivait au club à l'Estac. Il voyait que par le numéro 10 et moi je jouais numéro 10. Donc c'était parfait. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui répondent Jean-Marc Furlan à cette question. Notamment Blaise Matuidi qui a un peu une relation père-fils avec. Carrément. Alors ouais, Blaise c'était une relation différente de la mienne. Lui c'était vraiment père-fils. C'est génial. C'est Jean-Marc qui l'a lancé, Blaise. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de plaisir à ses joueurs. Donc c'est important. Il veut que ses joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Il veut du beau jeu. Il veut des émotions. Il veut que les joueurs donnent des émotions à leurs supporters. Alors c'est vrai que des fois, il n'y a pas eu les résultats tout le temps au bout, mais en tout cas, il a cette faculté à donner ça à ses joueurs, et ça, je trouve que pour moi, c'est primordial. L'équipe ou la période dans laquelle tu as joué avec la meilleure ambiance de vestiaire? L'Estac, saison 2004-2005. Grande saison. Grande saison. C'est une période particulière en 2004 parce que, encore une nouvelle fois, on a failli descendre financièrement, rétrograder. Il y a eu une intersaison difficile avec les joueurs. On a fait des efforts financiers et du coup, il y a quelque chose qui se crée avec l'arrivée de Jean-Marc Furlan. On a eu une saison extraordinaire. On faisait des déplacements en bus de 6-7 heures, mais on était content de se retrouver parce qu'on allait jouer aux cartes pendant 6-7 heures. Au retour, on rentrait, il était 3-4 heures du matin, mais on avait une bande de potes où on a vécu une saison vraiment
incroyable, tant sportivement qu'humainement. Ouais. Ton plus beau but à titre personnel, celui qui restera gravé. Plusieurs, c'est vrai. Je vais On dire se que c'est doute. difficile, mais ouais, le plus important à mes yeux, c'est celui contre Lorient lors du barrage. Allez, même si je sais pas qu'à l'époque il va être quand je le marque, il va être décisif. Oui, décisif. Ouais. Mais celui-là, ouais, il est parce qu'en plus il est à la 90e, il est. Je parle à Jean-Louis Garcia à la mi-temps et il me dit qu'est-ce que t'en penses, tu joues jusqu'à la fin du match parce qu'il y a le match retour 3 jours après. Je dis je dis pas Jean-Louis, je dis coach, je suis bien. Pas de Je pense souci. tant que je suis bien, vaut mieux que je continue jusqu'à la fin du match. Et franchement, je pense qu'il m'aurait sorti coach parce que j'étais plus productif pour l'équipe, je courais plus beaucoup et ça aurait été la meilleure chose à faire. Mais je pense qu'il m'a fait confiance sur ce coup-là. Il a bien Et puis fait. à 90e, il y a le ballon qui revient et puis voilà, des fois ça s'explique pas et je sais que quand je le reçois, je vais marquer. C'est comme ça, ça s'explique pas quoi. Ouais, à ce moment-là, c'est assez fou et tu reçois même notamment quelque chose sur la tête, il me semble. Ouais, c'est assez. Tout se passe d'un coup, au final, une grande tornade qui s'abat sur Ouais, toi. c'est une grande tornade, ouais. À partir du moment où je reçois le ballon, ça devient après Ouais. n'importe quoi, ça devient fou parce que je sais ce que je vais faire tout de suite, que je vais frapper et puis derrière, ouais, il y a cet amas de joueurs, je prends un coup de dent de Jimmy Giraudon qui m'ouvre le crâne. Et ouais, c'est un souvenir mémorable. Tu fais chavirer tout le stade de l'Aube à ce moment-là. D'ailleurs, le match où il y a eu le plus d'ambiance au stade de l'Aube, d'après toi? 3 Bordeaux, demi-finale de Coupe de France, C'est malheureusement bien. celle où je suis suspendu. Donc, et puis mon plus gros regret ici au club parce que autant je savais qu'en championnat on n'allait pas gagner le championnat mais en Oui. Ligue 1, mais autant Surtout qu'il y a cette Evian. victoire en Coupe de France, c'est Evian. Evian en finale, aller soulever la coupe. Ouais, c'est mon plus gros regret. Ouais. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, les consultants ils disaient que les Stacks ils allaient peut-être jouer l'Europe s'ils gagnaient la Coupe de France et aléatoirement ils peut-être jouer la Ligue 2 en même temps. Aussi, ouais. Ça aurait pu, ouais. C'est rarissime. C'est rarissime, mais c'est surtout aller soulever la Coupe de France. Mm. Ouais, Amener, voilà. une ville, la ville de Troyes au Stade de France. Et ouais, C'était magnifique. ça aurait été un moment magique. Ouais. Le match qui t'est toujours resté en travers de la gorge. Bah, celui-là, hein, c'est celui-là, même si je ne l'ai pas joué, c'est le moment le plus difficile. Peut-être le match où j'ai eu le plus de regrets. En plus, je ne jouais pas, donc c'est encore plus difficile. A contrario, le match qui t'a procuré la plus grande joie, inégalable. Marseille, 3 à Marseille, Oui, première le victoire. but que je marque à la 90e, 2012-2013. C'est aussi Je un suis but dans une tous les période où jours. je commence pas très bien la saison, l'équipe non plus, et puis on n'est pas gagné. Et puis là, je suis remplaçant, je rentre à la mi-temps, je marque ce but à la 90e. Marseille était premier, pas encore Ouais. perdu un match, stade plein. Ouais, une émotion indescriptible, la plus grosse. Ouais, c'était la première victoire de la saison en plus. Ouais, c'est la première victoire de la saison en plus. Ton meilleur souvenir sur un terrain? Bah, Peut-être celui-là, au final, en fin de ouais, il compte. y en a plein, et si je peux le meilleur souvenir, je dirais 2004-2005, la victoire contre Sedan qui nous propulse en Ligue 1. Et la dernière, la meilleure période de ta carrière pour toi? La meilleure période où je me sens le plus fort, je pense c'est peut-être celle de la montée avec Jean-Louis Garcia à 40 ans. Bizarrement, peut-être c'est celle-là où je me sens le plus fort, parce qu'il y a des joueurs autour de moi qui me permettent d'être fort, parce que je parle d'un Tristan Dingomé, d'un Karim Oui. Azamoum, d'un Stéphane Darbion, il y a Shoki Ben Saada. Damanian. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il y avait Christophe Herrel, Jimmy Oui. Giraudon. On avait une équipe Et où puis ça. toute l'équipe était articulée autour de toi. Bah, en j'ai plus. l'impression que les joueurs, en tout C'était un cas, avaient collectif. conscience que j'avais 40 Donc, ans, c'est- c'était un collectif, donc on était tous besoin les uns des autres. Moi, j'ai bénéficié de collectif à ce moment-là, et peut-être j'ai fait une. Je me suis peut-être pas le moment où je me sentis plus fort, parce que je me sentis plus fort souvent à 28 ans, peut-être avec Jean-Marc Furlan, mais je sais pas, où j'avais plus de certitude sur le terrain avec l'équipe que j'avais. Bon, et bien, merci en tout cas, Benjamin. Merci bien. C'était un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines avec un tout jeune espoir sportif. À bientôt.